bien sûr, ça va être acté absolument par le XVIIIe siècle. Et tous nos auteurs du XVIIIe siècle vont dire « il est temps maintenant d'opérer la coupure du cordon ombilical. Il est temps de faire le pari qu'il y a une place dans ce monde pour le hasard et peut-être que la plus grande place dans ce monde soit laissée au hasard. » Et tout ça va être parfaitement bien démontré, porté à son acmé, par un auteur avec lequel je vais conclure cette deuxième partie, qui est une partie un petit peu historique, si vous voulez. C'est le fameux Jean-Paul Sartre. Connaissez Sartre? Les gens, ils sont par exemple en terminale littéraire. On leur parle de Sartre, on leur parle de l'être et le néant. Hein? Elles se disent, ce serait peut-être mieux si on pouvait étudier le néant, ce serait plus facile peut-être. Hein? Et non, tu étudies les deux en même temps. Et en même temps, comme dirait l'autre. Et Sartre, pourquoi il est très intéressant pour nous? Parce que le pari sartrien, c'est quoi? Lorsqu'il fonde son existentialisme, c'est de nous dire « nous sommes dans un monde dans lequel vivre est absolument risqué ». Vivre est absolument risqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan préétabli qui voudrait dans ce monde me donner une fonction. Il n'y a pas dans ce monde une place qui m'a été assignée à l'avance. Vous saisissez ça? C'est pourquoi c'est un philosophe de l'absurde. Pourquoi c'est un philosophe de l'absurde? Parce que, si vous voulez, il a radicalisé la perspective pascalienne. Parce qu'il essaie de nous faire comprendre que dans ce monde, nous ne sommes pas épargnés, dans ce monde, nous ne sommes pas missionnés. Vous savez, il écrit ce petit texte, un des rares textes qui est lisible. Hein? L'existentialisme est un humanisme. Et en plus, il n'est pas gros. Hein, tu l'as à 4,95 € à Cultura. Hein? Et il y a ces phrases dans lesquelles il s'emporte parce qu'il discute avec un journaliste, et donc là aussi il prend des risques. Hein, et il essaie d'expliquer que l'homme, et ça c'est très profond, l'homme n'est pas un chou-fleur. On cite rarement Sartre, hein, mais c'est vachement profond en fait, mine de rien. Hein, parce que dire que l'homme n'est pas un chou-fleur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui caractérise le chou-fleur? Le chou-fleur, il a une destinée à laquelle il est assigné. Et la destinée à laquelle est assigné le chou-fleur, c'est quoi? C'est de pousser en tant que chou-fleur. Il déploie un programme qui est un programme génétique auquel il ne peut pas échapper. L'homme, par contre, à l'opposé du chou-fleur, eh ben, son devenir homme, il n'est pas désigné d'emblée. Alors vous allez me dire, oui, mais la génétique quand même le détermine, la nature le détermine. Bien sûr, il y a une détermination naturelle, mais la détermination naturelle ne suffit pas pour faire un homme. Ce qui fait aussi un homme, c'est l'ensemble des dispositions qui sont des dispositions culturelles par quoi il peut se faire. Saisissez ça? Le chou-fleur, il advient comme chou-fleur et il finit comme chou-fleur dans votre assiette. L'homme, en tant qu'homme, il se pose la question de savoir ce que c'est qu'un homme. D'ailleurs, par exemple, il peut se poser la question de savoir ce que c'est qu'un homme, et est-ce qu'être un homme, c'est quelque chose qui se réduit simplement, par exemple, à ma sexualité, en tant que mâle. Et peut-être que non. À 14 ans, je me posais beaucoup de questions là-dessus. Je n'avais pas lu Sartre. Et heureusement. Bon, l'ambiguïté sexuelle, qu'est-ce qu'elle signale? Elle signale que je ne suis pas assigné à résidence par la nature. Alors, plus loin encore, Sartre dit l'homme non seulement n'est pas un chauffeur, mais l'homme n'est pas non plus un coupe-papier. Ça, c'est fort. L'homme n'est pas un coupe-papier, pourquoi? Parce... Ah ben voilà, tu vois, on n'est pas garé. Pourquoi l'homme n'est pas un coupe-papier? Parce que le coupe-papier, il a été profilé, travaillé par l'artisan qui lui a donné une fonction précise. Mais l'homme, lui, il n'a pas été profilé, déterminé par un artisan en vue d'une fonction précise. Pour le dire autrement, il n'y a pas une essence de votre existence qui précède votre existence et qui l'oriente en vue d'une fin sans que vous ayez à vous poser des questions. Et quand Sartre dit l'essence, c'est fini, et quand il dit maintenant l'existence précède l'essence, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis dans un monde qui est marqué au sceau du hasard, je suis dans un monde qui est marqué au sceau de l'indétermination, je suis dans un monde qui n'est que pure contingence, et dans ce monde de pure contingence, je peux de moi tout faire. Il n'y a pas une essence que j'aurais à accomplir comme Achille. Il n'y a pas une parole que j'aurais à quêter au-delà du silence
comme Pascal. Mais il n'y a qu'un silence, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de commandement. Et dans ce monde, qui est un monde de pur hasard, eh ben, il faut que je prenne un risque terrible. Et quel est ce risque terrible? Il faut que je choisisse une vie plutôt qu'une autre. Et quand j'en ai choisi une, ce n'est pas pour autant qu'elle est définitivement légitimée par une autorité transcendantale et supérieure. Pour le dire autrement, alors, là, avec un auteur comme Sartre, on entre vraiment dans une philosophie du risque, quand bien même il n'a pas employé son vocabulaire là. Mais quand il dit une philosophie de l'engagement, quand il dit qu'il est existentialiste, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire le risque, c'est l'essence même d'un monde et d'un homme qui n'a plus d'essence. Vous le comprenez ça? Ça, c'est très très important. Notre essence à nous autres modernes, qui sommes passés par Achille, qui sommes passés par le divorce pascalien et qui sommes passés par la clairvoyance sartrienne, notre héritage, c'est de dire ça, c'est qu'en fait, ce qui qualifie l'existence humaine, c'est qu'elle n'est pas qualifiable. Le propre de la vie humaine, c'est qu'elle n'a pas de propre. Et par conséquent, rien n'est plus risqué que de vivre en tant qu'homme, parce que vivre en tant qu'homme, c'est prendre le risque à chaque instant des choix qui engagent toute ma responsabilité, parce que je n'ai aucune excuse qui serait « j'accomplis une mission où je fais ce qui a été voulu par une puissance supérieure ». Vous comprenez ça? Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est maintenant là où je veux vraiment vous emmener. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre quand on ne veut pas prendre de risques? En fait, on perd tout de ce qui nous fonde en tant qu'être humain. Parce que ça, vraiment, je vous demande vraiment de le comprendre, hein. C'est le cœur du paradoxe, mais il est fondamental. On a tout à perdre dès lors qu'on ne veut pas prendre de risques, parce que ce qui qualifie l'homme, justement, c'est qu'il est toujours dans une conduite à risque. Et pourquoi est-il dans une conduite à risque? Parce que rien ne peut, d'en haut, de l'extérieur, de manière hétéronomique, le cadrer, le limiter, le légitimer, ou au contraire, le récuser. À la fois dans son humanité comme dans sa barbarie. Alors c'est dur, alors c'est angoissant, comme toujours dès qu'il y a du risque. Alors on pourrait dire, ce serait tellement bien de vivre une vie sans angoisse, ce serait tellement plus léger que de vivre une vie sans angoisse, ce serait tellement plus heureux que d'oublier Pascal, ce serait tellement plus heureux que de se persuader qu'il y a des murmures dans le silence, ce serait tellement plus heureux de pouvoir retourner à l'enfance d'Achille. Mais non, on ne peut plus. Parce que ces auteurs-là nous ont dessilé les paupières, et au fond, notre destin, c'est de ne plus en avoir. Et d'assumer cela. Sinon, c'est de la mauvaise foi. Et assumer quoi? Pas d'autre option que le risque. Pas d'autre option que le risque, dans un monde qui est de pure contingence, pour une existence qui n'est pas assignée à une résidence, à une demeure essentielle. Ça, c'est de l'angoisse. Ça, c'est très angoissant. C'est pourquoi nous sommes toujours tentés par des terribles nostalgies. C'est pourquoi il peut y avoir, par exemple, le retour du religieux. C'est une nostalgie. Ça ne peut pas être un avenir. Et c'est toujours une mauvaise foi, parce que nous savons ce qui s'est passé depuis des siècles. Mais en même temps, c'est une angoisse, mais c'est aussi la condition de ma liberté. Et je le dis dans l'autre sens aussi, je ne peux m'assumer comme être libre et responsable qu'à la condition que je supporte aussi le corollaire, et le corollaire pour l'être qui veut absolument sa liberté, ben c'est qu'il ose absolument la prise de risque. Vous le mesurez, ça? Ça, c'est très très important. C'est très très important. Alors on pourrait dire, mais est-ce qu'on peut avoir une liberté conditionnelle avec un petit peu moins de risques? Et donc un petit peu moins d'angoisse, un petit peu moins de liberté. Ah non, dit Sartre, parce que la liberté, elle est une et entière. On ne peut pas être à moitié libre, ou on est libre ou on n'est pas libre. Alors bien sûr, continue Sartre, il y a des lâches, dit-il. Hein. Le lâche, c'est celui pour qui c'est trop dur, l'angoisse. C'est trop dur de prendre le risque qui s'appelle exister. Et alors, on va retourner dans les nostalgies desquelles je parle.
dans lesquels on espère que quelqu'un va pouvoir me dire telle est ta nature, ne prends plus de risques. Hein? Ne prends plus de risques, maintenant tout est calé, tout est cadré. Tu vas pouvoir t'inscrire dans une routine. Tu vas pouvoir connaître enfin la paix de celui qui n'a plus sa liberté, mais qui n'a plus l'angoisse qui va avec. On va pouvoir te retirer toute ton humanité. Mais en contrepartie, quel bonheur. Cela, dit Sartre, c'est les lâches. C'est dur, hein, c'est dur. Hein. Il ne s'agit pas de lancer la pierre, hein, c'est des lâches. Puis alors, Sartre dit aussi il y a les salauds. Hein. Et qui sont les salauds? Les salauds sont ceux-là qui convainquent les lâches de se laisser aller à la lâcheté et qui les invitent à ne plus prendre de risques et à se reposer dans une essence, à se reposer dans un monde dans lequel il y aurait du sens, un sens évident derrière tous les gestes. Ceux-là veulent combattre la brèche entre le geste et le sens. Ouais. Donc c'est là où, au fond, je voulais vous emmener, si vous voulez, hein, dans cette deuxième partie. Là où je voulais vous emmener, c'était sur ce chemin-là, qui visait à dire quoi? Qui visait à dire que, au fond, là où il y a... Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ou qu'est-ce qu'on a à gagner? Ou quel risque a-t-on à ne pas prendre de risque? On a à perdre son humanité, hein, au fond, à ne pas prendre de risque. Et on a à la conquérir dès lors qu'on la prend. Ça va? Vous le mesurez mieux, ça? C'est clair pour tout le monde? Ouais. J'en rajoute une troisième couche, si vous le voulez bien, pendant que le micro marche bien, que j'ai à peu près la bonne distance, peut-être, avec la barbe et le menton. Hein? Non? Si? Vous me dites au fond, hein, les gueulardes. Hein? Ah non, merde, avec le micro, je ne sais pas. Toutefois, je voudrais attirer votre attention dans ce troisième mouvement, qui va ouvrir sur la conclusion, sur un point qui est quand même très important, c'est cela. Je vous ai dit, cette espèce de rupture, j'employais le mot cataclysme, hein, c'est un vrai cataclysme qui s'est passé. Hein. C'est un cataclysme, j'ai dit aussi, c'est le moment où le cordon ombilical est coupé. Cette rupture, ce cataclysme, en gros, je le fais passer entre le 17e et le 20e. Et je vous ai dit, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vraiment le sommet, bien sûr, de la courbe, c'est le 18e, avec nos philosophes des Lumières, avec ceux-là qui vont dire, après tout, peut-être qu'il faut laisser une quote-part à la question du hasard. Cela, ça va être bien sûr un héritage, cette expérience du risque, cette rencontre avec un risque qui est à la fois métaphysique et puis éthique, ça va laisser des empreintes durables. Je voudrais vous donner 3 exemples d'empreintes durables et qui demeurent encore aujourd'hui. Le premier point, vous le savez bien sûr, hein, c'est que c'est la même époque où va apparaître le libéralisme. Et j'y reviendrai par la suite.